Que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, que la décroissance, on va pas y couper. Pourquoi on parlerait pas d'écologie? Ouais, parce qu'on s'en branle. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition. Les décideurs! C'est toi les décideurs! Écoutez, tout ça est du pur délire et il y en a au bas mot pour 250 milliards d'euros. Ah ouais, c'est chaud, hein. Peut-être c'est pliant. Salut, moi c'est Laïla. Je viens d'avoir 28 ans et je me demande souvent à quoi va ressembler le monde dans quelques années. D'un côté, il y a la crise écologique. De l'autre, un quotidien qui devient de plus en plus difficile. En vrai, c'est chaud. Peut-on vraiment changer de système économique? Où trouver de l'inspiration? Y a-t-il des expériences concrètes? Avec une équipe de journalistes et de profs spécialistes des questions économiques et sociales, je vous propose de mener l'enquête. On raconte tout ça dans le podcast C'est chaud, un podcast pour penser l'économie et la société de demain et sortir de l'inaction. Aujourd'hui, je vous laisse avec Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et Robin Lemoine, enseignant et journaliste indépendant. Tous les deux, ils vont vous parler d'Airbus, de la CGT et d'avenir du travail. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, moi c'est Robin. Et moi c'est Emmanuel, mais vous pouvez m'appeler Manu. Et pour ce premier épisode, on a décidé de partir d'une histoire vécue par Robin il n'y a pas si longtemps. L'autre jour, je dois rejoindre un ami dans un bar du 18e à Paris. Sur mon chemin, je croise un type que je n'avais pas vu depuis au moins 10 piges. Il s'appelle Maxime et on était à la fac ensemble. Lui, à l'époque, c'était un fanat d'avions en tout genre et moi, je commençais tout juste à m'intéresser à la planète et au réchauffement climatique. Du coup, forcément, quand on était un peu éméchés, on s'engueulait très fort. Et comme par hasard, lui, aujourd'hui, il bosse à Toulouse comme ingénieur chez Airbus. Ok, merci pour les présentations, mais alors il s'est passé quoi? Raconte! Et du coup, on n'a pas perdu nos vieilles habitudes, on a parlé climat. Au début, j'y suis allé tranquille, je m'intéresse, je lui pose des questions sur son taf et tout, et je lui pose une question un peu bête, genre « Mais mec, t'as pas peur qu'avec tous les impératifs écologiques, Airbus ça ferme un jour et que tu perdes ton taf ?» Alors personnellement, je suis d'accord, elle est un peu bête ta question. Ça risque pas de fermer Airbus, c'est trop important pour la France. Oui, je sais, mais surtout, il m'a donné un chiffre que je connaissais pas du tout. Genre, l'aérospatiale, si tu prends toutes les PME, Airbus, etc., c'est plus d'un quart des emplois marchands à Toulouse et c'est 104 000 emplois dans le Grand Sud-Ouest. Bah ouais, mais c'est vrai, si tu fermes Airbus, ça fait un paquet de gens sur le carreau. Ça fait penser à ce qui s'est passé dans le Nord, quand on a fermé les mines de charbon et que tous les travailleurs se sont retrouvés sans rien. C'est exactement ce que je me suis dit. Genre, ça va être quoi la vie des gens qui vont perdre leur taf à cause des impératifs écolos? Parce que déjà que la transition aujourd'hui, ça fait pas rêver grand monde, mais si en plus tu dis aux gens, allez, le boulot que t'as depuis 15 ans pour lequel tu as développé des compétences spécifiques, c'est terminé. Tu repars à zéro et bon courage pour la suite. Je pense que la transition, c'est mort. Et du coup, vous avez deviné, Robin est venu m'en parler. Et on s'est dit avec toute l'équipe que ça ferait un très bon sujet pour notre premier épisode. Se demander si la transition écologique va créer plus d'emplois qu'elle ne va en détruire par les acceptations, reconversions, investissements, etc. Et du coup, on s'est mis au boulot. Comment recycler les travailleurs polluants? Bon, déjà, on peut d'abord poser le contexte. La France doit faire sa transition écologique. Elle n'a pas vraiment le choix. Pour rappel, conformément à l'accord de Paris et au Green Deal européen, la France doit atteindre la neutralité carbone en 2050 et réduire drastiquement ses émissions de CO2 d'ici 2030. Pour cela, il va falloir travailler sur la sobriété des Français, le mix énergétique, les transports, l'agriculture, l'industrie, bref, un peu tout. Oui, on est d'accord, il y a du taf. Et toutes ces transformations vont forcément avoir des impacts sur le marché du travail. Mais à première vue, ça ne va toucher qu'un petit nombre d'emplois. Et oui, et c'est le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz qui l'explique. Prenons la dizaine de secteurs industriels français qui polluent le plus. La chimie, l'énergie, l'agriculture, le transport, la métallurgie, etc. À eux seuls, ils représentent 80% des émissions françaises de gaz à effet de serre. Combien? Eh bien, croyez-le ou non, mais ces secteurs ne concentrent que 10% de l'emploi français. Si on regarde l'énergie par exemple, ça s'explique assez bien, comme me l'a dit Mireille Chiroleux-Assouline, professeure à Paris 1 et à PSE. Nous avons très peu d'emplois qui sont consacrés aux énergies fossiles actuellement. Et lorsqu'ils sont consacrés aux énergies fossiles, ça n'est pas directement, c'est-à-dire que ça n'est pas l'exploitation, ça n'est pas la production d'énergie fossile, mais c'est l'utilisation d'énergie fossile pour produire de l'électricité. Ces emplois-là
Par conséquent, ils sont potentiellement transformables. Des personnes qui occupent un emploi actuellement dans une station-service, par exemple, pourront occuper un emploi comparable pour recharger des batteries, par exemple, après formation, etc. Les emplois, en revanche, qui sont directement consacrés à la production d'énergie renouvelable, à la production d'électricité pour l'énergie renouvelable, ces emplois-là ont cette caractéristique qu'ils sont beaucoup plus facilement localisés en France. Donc on ne va pas détruire des millions d'emplois dans l'industrie. D'autant que la France est un pays désindustrialisé. C'est presque un coup de chance finalement. Comme il y a peu de cimenteries et d'usines d'engrais sur notre territoire, il y a peu d'emplois qui polluent à balles et qu'il faudrait supprimer. Oui, mais attends, tu vas un peu vite sur les chiffres là, non? Parce que si tu regardes la suite du rapport, ils le disent. Il faut nuancer ces chiffres rassurants. Parce qu'au-delà de ces 10%, il y a d'autres emplois que la transition pourrait mettre en danger. Par exemple, les emplois de l'automobile ne sont pas pris en compte dans ce chiffre. Ce qui est très important pour nos Français, c'est qu'on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Et oui, parce que la production de voitures n'est pas en soi très émettrice, c'est après que ça pollue. On peut aussi penser à toutes les entreprises qui utilisent les biens et services venant de secteurs très carbonés. Par exemple, de nombreuses entreprises peu émettrices en carbone ont besoin du secteur du transport, de l'énergie ou encore de l'agriculture pour fonctionner. Donc les emplois de ces boîtes pourraient eux aussi être en danger. Oui, bah merci, c'est moi qui ai trouvé l'étude qui explique ça. Si tu me coupais pas la parole aussi. Oups, pardon. Bref, pour continuer sur les chiffres, il ne faut pas oublier les emplois qui vont être créés par la transition écolo. Sauf que savoir si on va en créer davantage qu'on en détruit, c'est un véritable casse-tête méthodologique. On en a justement parlé avec Cyprien Battu, docteur en économie du travail et membre de l'Institut Avant-Garde. Il y a pas mal d'estimations qui sont basées sur des modèles macro-environnementaux qui sont faits pour ça, mais qui, par exemple, vont devoir faire des sacrifices, c'est-à-dire qu'ils vont devoir simplifier la réalité pour arriver à des estimations mesurables. Donc, par exemple, on va modéliser l'ensemble des politiques environnementales dans un seul bloc, comme une taxe carbone, par exemple, alors que aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des politiques environnementales, c'est beaucoup plus large que ça. Et ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fonction des choix qui sont faits dans ces modèles, pour simplifier cette réalité, on va avoir des estimations qui vont différer. Donc voilà, c'est compliqué. Pour voir ça, il est intéressant de lire le rapport de France Stratégie, Les incidences économiques de l'action pour le climat. On vous met le lien en description. On trouve dans ce rapport beaucoup de scénarios qui dépendent des institutions qui les produisent et des hypothèses faites. Difficile d'être précis en se basant sur des projets qui ne sont pas encore complètement aboutis. Et lorsqu'on regarde ce qui existe déjà, on se rend compte que les projets de reconversion sont compliqués et très conflictuels. C'est notamment ce que montrent les recherches de Nils Amerli, que Leïla a rencontré en préparant cet épisode. Nils Amerli, qui a reçu le prix des mémoires de l'Institut Veblen, étudie la fermeture de la raffinerie de Grandpuits et explique comment une mobilisation à la fois syndicale et écolo a porté un projet alternatif de reconversion de ce site. Parce que c'est la question de dire, si on n'attend pas seulement d'avoir des petits gestes qui résolvent les problèmes, c'est aussi comment est-ce qu'on transforme tout le système productif et toutes les infrastructures pour arriver à un impact écologique bien moindre. Et en fait, la raffinerie, c'est un chaînon en fait, de tout l'ensemble. C'est-à-dire qu'on peut penser la question de la raffinerie, mais même la question de la raffinerie, on ne peut pas la penser toute seule. Il faut penser déjà l'amont, qui est l'extraction du pétrole. Il faut penser l'aval de qu'est-ce qu'on fait avec ce pétrole. Et du coup, c'est pour ça que je parlais des transports. C'est que l'aval, c'est de dire c'est beaucoup utilisé pour les transports, mais il faut poser la question de quel transport. Pour l'avion, c'est est-ce qu'on l'interdit, est-ce qu'on le limite fortement. Ensuite, pour les alternatives à la voiture, c'est qu'est-ce qu'on a comme alternative. En fait, c'est tout un ensemble qu'il faut penser. Et la raffinerie, on ne peut pas penser toute la transition seulement en se basant sur des raffineries. Mais c'est un élément de la chaîne d'ensemble et c'est un élément qui est en reconversion aujourd'hui et qui est la transition aujourd'hui est énergétique. Aujourd'hui, elle se fait là, elle se fait sur les voitures électriques. Donc, il faut aussi que les questions se posent et c'est aussi dans les mouvements sociaux que cette question-là, elle est amenée en fait. En première analyse, ça paraîtrait curieux de voir côte à côte Greenpeace et la CGT de Total. Mais en fait, on comprend que les uns et les autres voudraient avoir leur mot à dire pour que les raffineurs ne soient pas simplement balancés dans un nouveau projet industriel qui n'a rien à voir, décidé par leur direction. Tant qu'à faire, les reconversions de sites industriels à venir, ça pourrait être l'occasion de réfléchir un peu plus collectivement à la manière dont on organise les chaînes de valeur. On n'en est pas là. Tu m'étonnes. Mais pour ne pas vous laisser sans rien, on peut quand même vous parler d'une étude produite par l'ADEME, l'Agence française de la transition écologique. Elle envisage 4 scénarios. Cyprien Battu. On a un premier scénario où les chiffres sont vraiment pas bons en termes d'emploi. On a en gros 2 millions d'emplois qui sont détruits, principalement parce que c'est un scénario très pessimiste où il y a très peu de gains d'efficacité énergétique. Et pour arriver à atteindre nos objectifs, on est obligé de réduire très fortement notre production carbonée sans pouvoir compenser avec le reste.
Donc si on réduit notre production sans compensation, la croissance baisse assez fortement et du coup ça veut dire moins d'emplois. Dans les scénarios plus optimistes, là on a de l'innovation, une efficacité énergétique qui augmente beaucoup plus vite avec les investissements. Et ça, là c'est des scénarios plutôt optimistes qui vont aller dans l'autre sens où on va avoir une création d'emplois nets. Pour conclure sur ce point, même si les études sont à prendre avec beaucoup, mais vraiment beaucoup de précautions, on peut dire qu'a priori, la transition écologique créera davantage d'emplois qu'elle n'en détruira. Sauf que pour le moment, ces emplois écolos sont largement minoritaires. Et là se pose la question déterminante. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par un emploi vert en France ? Un gars qui fait des bolas et tout. D'abord, on a les professions dites vertes, à finalité environnementale. C'est par exemple les gardes forestiers ou les agents d'entretien des rivières. En 2019, ça représentait 140 000 personnes en France, soit 0,5% de l'emploi total. Pas beaucoup. Ensuite, on a les métiers dits verdissants, comme le dit le ministère de la Transition écologique. Il s'agit d'emplois touchés par la transition sans pour autant avoir de finalité environnementale. C'est par exemple l'architecte qui se perfectionne sur les nouvelles normes environnementales ou le concepteur d'éco-emballage. Ça représente 3,8 millions de personnes en France dans des secteurs variés, bâtiments, transports, industrie, recherche et développement, agriculture, etc. Ainsi, les métiers verts et verdissants représentent 14,5% de l'emploi, toutes professions confondues. Et donc, conclusion de tous ces chiffres, il va clairement falloir faire plus. Bon, ok, on parle chiffrage, pourcentage, mais concrètement, ça veut dire quoi pour la personne qui perd son emploi ? Parce que oui, beaucoup vont perdre leur emploi, ça c'est sûr. Déjà dans les secteurs qu'on a cités plus haut, mais pour donner un exemple concret, on peut prendre celui de l'automobile. Mireille Chiroleux-Assouline. Parmi les constructeurs automobiles, toutes les grandes entreprises, les grands groupes, ils vont tirer leur épingle du jeu. Ils ont fini par se mettre à développer des véhicules électriques. C'est à eux de transformer les compétences de leur main-d'œuvre. Ça, ils vont le faire, mais surtout, ils ont une vraie responsabilité dans ce qui se passe pour leurs sous-traitants. Et alors là, pour les sous-traitants, malheureusement, il peut y avoir des modifications beaucoup plus drastiques de l'appareil productif, parce que ce ne sont pas les mêmes équipements qui sont nécessaires pour produire des batteries ou pour produire des boîtes de vitesse. Et par conséquent, certaines entreprises vont peut-être être obligées, en tout cas, de disparaître en tant que telles. Maintenant, qu'une entreprise disparaisse en tant que telle, ça ne veut pas forcément dire ni que les capitaux qui sont investis dans cette entreprise disparaissent totalement, mais qu'ils se reconvertissent. Pour les auditeurs et les auditrices qui ne s'intéressent pas aux bagnoles, je rappelle qu'on n'a pas besoin de boîtes de vitesse sur les voitures électriques, quel que soit leur poids d'ailleurs. Bon, en tout cas, il faut se préparer à voir des petites et moyennes entreprises spécialisées mettre la clé sous la porte. Pensez aussi à toutes celles qui font de la maintenance dans les raffineries ou à des vendeurs de pesticides. D'ailleurs, il est probable que même ceux qui retrouvent un emploi rapidement perdent du salaire. Et ça pose toute la question de l'acceptabilité de la transition écologique. C'est une question que Cyprien Battu a beaucoup étudiée. Quand on regarde ce qui se passe, comment ça affecte les travailleurs des secteurs qui sont affectés, on voit que ces salariés sont plutôt perdants à la fin, parce qu'ils perdent leur emploi ou parce qu'ils sont moins bien payés à la fin, etc. etc. Ça ne concerne pas que les travailleurs des secteurs polluants, mais quand on perd son emploi, on subit un coût à partir de là. Et le coût, il vient d'abord du temps passé au chômage, dans lesquels, même si on est couvert par l'assurance chômage, on a quand même un revenu inférieur. Mais ce coût, il vient aussi à plus long terme, et c'est ce qui est important, et c'est ce qui compte. Il vient aussi d'un salaire plus faible au retour à l'emploi. Parce que, notamment si on change de secteur, en fait, on perd quelque chose. On perd la relation de confiance qu'on pouvait avoir dans son entreprise, on perd un capital spécifique qui était lié à celle-ci, de la reconnaissance de compétences dans l'entreprise, etc. Donc ces salariés qui potentiellement peuvent perdre leur emploi à cause des politiques environnementales, ils vont subir ce coût. Donc ce double, du temps passé au chômage bien sûr, mais aussi le risque d'être moins bien payé sur très longtemps à cause de cette première perte d'emploi et de la reconversion du coup qui suit. Le fait de changer de secteur, ça implique aussi une baisse dans la hiérarchie de l'entreprise, par exemple. Parce que du coup, c'est plus du tout les mêmes compétences qui sont valorisées. Ok, donc l'enjeu, c'est de ne pas faire payer la transition à des travailleurs et travailleuses qui n'ont rien demandé et qui ne peuvent pas, comme des investisseurs, tout revendre et se barrer. D'autant qu'il me semble que le territoire français risque d'être inégalement touché par ces pertes d'emploi. Dans certains coins, ça va être chaud. J'ai dans l'oreille Jackie, qui est cariste en logistique. Oui, ça vous plaît peut-être pas. Non, je me mets à l'aise, ça me plaît, Non, Et oui, le problème, c'est que les entreprises polluantes sont concentrées dans des endroits où la population est peu dense.
Par exemple, l'agriculture intensive en engrais, en pesticides et en pétrole pour les machines. Ou encore les activités d'extraction comme les mines ou même la production d'électricité par des centrales à charbon qui heureusement ont déjà presque toutes fermé en France, ou encore les grosses industries. Bref, c'est dans les régions rurales et peu denses que l'impact sur les emplois va être le plus dur à encaisser. Effectivement, mais ça n'ira pas forcément que dans le mauvais sens pour ces territoires. En effet, ces grands espaces ruraux semblent plus à même d'accueillir d'importants champs d'éoliennes et de panneaux solaires. Ainsi, selon plusieurs études empiriques, la décarbonation de notre énergie pourrait permettre de créer de nombreux emplois pour les travailleurs et les travailleuses ruraux. Pour conclure sur les constats, il est important de préciser quelque chose. Oui, ces territoires et ces travailleurs et travailleuses vont subir un choc important à cause de la transition écologique, sauf que si on ne fait rien, ils vont souffrir aussi. Car le changement climatique lui-même risque d'affecter les conditions de travail, principalement à cause des températures extrêmes. Dans une note d'analyse de France Stratégie, on voit qu'entre 14% et 36% des emplois français sont exposés à la chaleur. Ils devraient donc voir leurs conditions devenir plus difficiles dans le futur. On parle notamment des agriculteurs et des ouvriers de tous les secteurs. Donc en fait, dans tous les cas, on n'a pas trop le choix. Bon alors, comment on fait pour que les emplois créés soient si possible de bons emplois, avec des salaires corrects et des conditions de travail dignes, mais aussi pour qu'on puisse trouver rapidement des gens qui auraient les compétences adéquates pour les occuper. La solution la plus évidente, c'est la mobilité des travailleurs et la formation professionnelle. En théorie, on est à la veille d'une grande période de destruction créatrice. Des secteurs disparaissent, les investisseurs redéploient leurs capitaux vers des entreprises nouvelles et innovantes, les emplois suivent et hop, le marché fait son boulot d'allocation des ressources. Ouais, d'accord, non mais c'est pas très sérieux là, Manu. Oui, c'est vrai, c'est pas très sérieux. Mais vu de loin, c'est ce qui se passe à chaque révolution industrielle. Le problème, c'est qu'on doit aller le plus vite possible. Donc il va falloir anticiper. Sinon, on risque de laisser durablement des personnes au chômage, ce dont personne ne veut. Mireille Chiroleux souligne. Tout l'enjeu, justement, c'est d'arriver à réduire ces périodes de chômage. On peut éventuellement prévoir un filet de sécurité pour ceux qui auraient vraiment des difficultés à se reconvertir et à obtenir un emploi dans les nouveaux secteurs, mais il vaut bien mieux consacrer beaucoup d'argent à de la formation et à de la politique active d'aide au retour à l'emploi, de la formation à toutes les personnes qui sont susceptibles de perdre leur emploi, mais avant même qu'ils la perdent. C'est-à-dire que, vous voyez, dans le secteur automobile, les acteurs du secteur traditionnel pourraient recevoir des aides pour consacrer une partie du temps de travail de leurs effectifs actuels à de la formation pour la transformation de leur emploi plutôt qu'à de la production, afin que ces mutations soient anticipées dès maintenant. C'est-à-dire que c'est en 2035 qu'on ne pourra plus vendre de véhicules thermiques neufs en Europe, mais c'est bien avant ça qu'il faut transformer le secteur. Bon, et sur la formation vers la transition écologique, la France ne fait pas rien non plus. D'abord, les chiffres. Selon l'ancien Pôle emploi, en 2022, on a compté plus de 44 300 entrées de demandeurs d'emploi dans des formations liées à la transition écologique. Une hausse de 7% par rapport à 2021. Mais il faudra faire beaucoup plus dans les prochaines années. Et puis on peut aussi dire que depuis 2023, France Travail a fait entrer la transition écologique dans son logiciel. Pour plus de transparence, les formations, les emplois et les compétences vertes ou verdissantes seront identifiables par un petit pictogramme vert. Plus transparent, oui, ok, mais efficace pour former davantage, à voir. En fait, si on demande aux entreprises de se mobiliser pour former leurs travailleurs et travailleuses, au sein des groupes automobiles par exemple, il va falloir leur donner de la visibilité sur l'avenir. Donc, plus on met en place des politiques industrielles tôt, et plus elles sont explicites dans leurs objectifs et leur cheminement, mieux ce sera. Une fois qu'on indique que les véhicules thermiques ne seront plus produits en 2035, c'est la responsabilité de Stellantis et de Renault d'accompagner non seulement leurs salariés, mais aussi leurs sous-traitants. On peut les aider financièrement. Mais après tout, les grands groupes automobiles ont déjà su mettre en place des transformations profondes de leur chaîne de production dans les décennies passées. Bon, et vous vous souvenez, il y a un autre problème. Les territoires vont être inégalement touchés par la transition écologique. Donc il est fort possible que la transition augmente le nombre d'emplois dans certaines régions et augmente le taux de chômage dans d'autres. Ainsi, dans l'idée, il faudrait favoriser la mobilité géographique des travailleurs et travailleuses. Sauf que, comme le montre une étude réalisée par 3 chercheurs français, nous sommes très peu mobiles, et notamment les ouvriers et les chômeurs. Les raisons sont multiples. D'abord parce qu'un déménagement, ça ne coûte pas rien, environ 15 000 €.
Sans compter le fait qu'on se déplacera potentiellement vers une région où le coût du logement sera plus élevé. Deuxième raison, il n'est pas simple de connaître les offres d'emploi à distance. Pour ces deux premiers problèmes, on pourrait envisager des politiques publiques, des aides à l'installation et une meilleure information sur les offres d'emploi dans toute la France. Problème, un autre enjeu s'ajoute à cette faible mobilité qu'on appelle le coût symbolique. Cyprien Battu. Quand on regarde le coût révélé, en regardant les comportements des personnes, il est extrêmement élevé. On se rend compte très vite que le travail chasse rarement le capital. Et que contrairement à ce qu'on croit, il y a assez peu d'opportunisme de la part des travailleurs. Et qu'ils sont très peu à se déplacer pour chercher des conditions de travail meilleures, en gros. Et ça, on peut l'expliquer en partie parce qu'il y a des attachements au milieu, il y a des questions d'habitude, il y a des manques d'informations peut-être aussi, mais il y a aussi une question de coût d'opportunité très simplement de ces déplacements. Et oui, partir de chez soi, là où on a tout construit, c'est souvent très difficile. Et ce n'est pas être un bisounours que de relever ce point. Non, c'est une réalité sociale et psychologique très très concrète que nous ne pouvons pas négliger. Ce que tu dis là, Robin, c'est qu'il vaudrait mieux créer des emplois dans les zones qui ont été désindustrialisées ou dans celles qui s'apprêtent à l'être, parce qu'une raffinerie ou une usine automobile vont fermer. Donc il s'agit peut-être moins de faire se déplacer les travailleurs que les capitaux. Mireille Chirolewa-Souline remarque que c'est déjà en partie le cas. C'est-à-dire qu'il vaut mieux favoriser l'implantation de nouvelles industries dans les zones d'où disparaissent certaines industries classiques et donc orienter géographiquement les aides. C'est un peu ce qui est fait là avec les plans batterie, installer des usines de production de batteries dans les Hauts-de-France, ça correspond typiquement à l'implantation donc de nouvelles industries dans des zones qui ont perdu beaucoup d'emplois industriels. Ah ouais, en fait ça paraît tout de suite plus simple que de faire déménager des centaines de milliers de personnes. Est-ce que ce serait pas un bon élément de conclusion, ça ? Moi je vois 3 points sur lesquels les économistes sont d'accord et qui sont plutôt enthousiasmants d'ailleurs. Le premier, c'est qu'on va créer des emplois nouveaux, qualifiés, et qui contribuent à verdir notre économie à la place d'emplois polluants. Et ces derniers sont finalement moins nombreux en France que les emplois verts que l'on peut créer. Deuxième point, il s'agit avant tout de flécher les investissements. Dans les bons secteurs, dans les bonnes régions, et si possible vers les entreprises qui prennent au sérieux leurs responsabilités en matière de formation des salariés. Troisième point, la mobilité ne va pas se faire toute seule par le biais du marché qui inciterait les gens à changer de région, de job, de formation, etc. Non seulement ça se prépare en amont, mais il faut penser des dispositifs pour accompagner les travailleurs et les travailleuses qui perdent. Si l'on suit Cyprien Battu, une idée pourrait être de créer une assurance salariale européenne. Tu nous en parles rapidement, Robin ? Oui, carrément. Tu te rappelles, l'un des risques pour les travailleurs et travailleuses qui se reconvertissent dans des métiers verts, c'est une perte de salaire. C'est lié à la perte d'expérience, à la confiance qu'on avait avec son employeur ou encore à la position de faiblesse pour négocier. L'idée de l'assurance salariale européenne serait de limiter cet effet. À la différence de l'assurance chômage, qui protège le travailleur des conséquences de l'arrêt du travail et de la perte de revenus qui en découle, l'assurance salariale le protégerait du risque de salaire plus faible lors du retour à l'emploi. Selon Cyprien Battu, son coût net resterait limité, ce qui permettrait d'envisager un financement sans création de nouvelles ressources. Pourquoi ? Eh bien notamment car elle augmente le bénéfice du retour à l'emploi et permet de faire des économies sur les aides déjà versées aux chômeurs et chômeuses. Alors bien sûr, ce système permettrait de faire accepter cette transition aux travailleurs et travailleuses, mais aussi d'aider à recruter dans des secteurs verts. Alors selon nous, elle pose tout de même plusieurs questions. Pourquoi accorder cette assurance seulement aux travailleurs perdant leur emploi ? Est-ce que ça poserait pas un problème d'égalité avec les autres travailleurs, car la perte d'un emploi est bien souvent un accident, donc pourquoi pas les autres aussi ? Et puis, cela ne pousserait-il pas les entreprises entre guillemets vertes à profiter d'un effet d'aubaine ? Payer volontairement moins les anciens des secteurs carbonés, tout en sachant que cela n'aura pas d'impact sur leur motivation financière à entrer dans l'entreprise. À voir. En tout cas, cette proposition a le mérite d'être discutée. Bon alors, au bout du compte, on supprime Airbus ? Honnêtement, je crois que ça va être très, très chaud. Merci Robin et Manu pour ce podcast. J'ai tellement envie de continuer sur plein d'autres sujets. Comment on va gérer l'emploi s'il faut de la décroissance ? Est-ce que tout est une question d'argent et qu'il n'y a pas aussi l'identité, la fierté du métier ? Bref, je m'arrête là, mais j'ai grave envie de continuer avec vous sur ces sujets. Si vous aussi vous avez aimé cet épisode, et c'est chaud de manière générale, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify. Et, on se lance en indé,
nous soutenir sur Tipeee. À bientôt! C'est chaud est un podcast produit par Flèche Sonore. Écrit et animé par nous, Emmanuel Martin et Robin Lemoine. Chargée et directrice de production, Leila Halak. Prise de son, montage et mixage, Agathe Potin à l'Académie du Climat.